Et si la suppression d'un simple frais de téléphone pouvait modifier l'équilibre d'une région entière? Imaginez la frontière entre le Ghana et le Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est une ligne de tension. Des militaires patrouillent, des drones veillent, des puissances étrangères observent chaque mouvement. À l'heure où la méfiance domine et où la militarisation semble irréversible, tout le monde pariait sur plus de murs, plus de contrôle, moins de voix. Pourtant, à la surprise générale, le Ghana et le Burkina Faso annoncent l'abolition totale des frais d'itinérance téléphonique. Ce n'est pas une simple mesure administrative. C'est un choix à contre-courant, là où la peur pousse d'ordinaire à verrouiller, à isoler, à faire taire. Au cœur de la tempête sécuritaire, alors que les frontières deviennent des barrières physiques et numériques, ces deux pays optent pour l'ouverture. Ils effacent un obstacle à la communication, là où tout incite normalement à ériger de nouveaux barrages, à multiplier les silences. Mais pourquoi prendre un tel risque précisément maintenant, sous le regard insistant des puissances étrangères? Pourquoi choisir la connexion alors que la prudence réclamerait la distance? On pourrait croire à un simple progrès technique, un détail dans la modernisation des réseaux. Ce serait une erreur fatale. Dans un contexte où chaque geste compte, une décision aussi mineure peut se transformer en acte de résistance, en démonstration de souveraineté, ou bien en point de rupture aux conséquences incalculables. Ce qui se joue ici dépasse la question du confort des appels téléphoniques. C'est la capacité d'un peuple à préserver son autonomie, à protéger sa dignité collective, à ne pas être réduit au rôle de spectateur ou de pion dans les grandes manœuvres extérieures. C'est aussi la sécurité, la prospérité et la cohésion sociale de tout un territoire qui peuvent basculer selon le chemin choisi. Alors pourquoi miser sur la circulation des voies humaines au moment où tout pousse à dresser de nouveaux murs? Pour comprendre les enjeux profonds de cette décision, il faut plonger au cœur de la frontière, là où les lignes politiques se heurtent à la vie quotidienne. Comment une mesure aussi simple peut-elle provoquer autant de remous? Bien avant de devenir une simple zone de contrôle, cette frontière vivait. Elle unissait des familles, ouvrait des marchés partagés, tissait des alliances. Ici, la ligne n'était pas une coupure, elle était le fil qui reliait les peuples. À l'époque précoloniale, la frontière entre le Burkina Faso et le Ghana n'existait pas. Pour les royaumes Mossi et les cités Akan, les échanges coulaient sans entrave. L'or et le sel circulaient. Les histoires franchissaient les pistes plus vite que les armées. La terre vibrait au rythme des caravanes et des migrations saisonnières. Pour prendre la mesure de cette époque, imaginons un marché hebdomadaire du XVIIIe siècle entre la région de Ouagadougou et Koumassi. Des dizaines de familles traversaient ce qui n'était pas encore une frontière, échangeant céréales, tissus, bétail et comptes. Les rites de passage étaient des fêtes collectives, non des contrôles bureaucratiques. Les alliances matrimoniales scellaient la paix et l'amitié, et chaque saison des pluies, de nouveaux commerçants arrivaient avec leurs troupeaux et leur savoir-faire. Ces échanges n'étaient pas anodins. Ils ont permis la diffusion des techniques agricoles, l'adaptation des cultures à la sécheresse, mais aussi le partage des mythes et des légendes. Un conte Mossi pouvait ainsi se retrouver chanté lors d'une veillée à Cannes, preuve que la frontière n'était qu'une abstraction européenne sur une réalité africaine profondément connectée. Puis la colonisation est venue, tranchant la région d'un coup de règle. Du jour au lendemain, des familles les sont devenues étrangères. Des communautés ont été divisées, des routes ancestrales barrées par des frontières artificielles. Ce n'était plus un corridor vivant, mais une blessure. Les cicatrices de cette séparation résonnent encore, dans les palabres au coin du feu, dans les murmures du marché. L'indépendance n'a pas guéri la coupure. Elle a rendu la frontière plus sensible encore. Désormais, elle est à la fois lieu de tension et d'opportunité. On y négocie, on s'y observe, on coopère parfois, par nécessité plus que par choix. L'équilibre est fragile. Un rien suffit à réveiller la méfiance. Pourtant, chaque jour, des milliers d'hommes et de femmes franchissent la ligne, tissant toujours, malgré tout, le tissu d'une région partagée. Prenons pour exemple la ville jumelle de Paga, côté ghanéen, et de Dakola, côté burkinabé. Ici, la route qui relie les deux cités est empruntée quotidiennement par des commerçants, des écoliers, des familles séparées par la frontière. Les jours de marché, la foule double, voire triple, et l'on assiste à une véritable célébration de l'interdépendance. Les vendeurs de mangue burkinabés côtoient les tailleurs ghanéens, et les discussions se déroulent autant en mouré qu'en twi ou en français. Mais depuis une dizaine d'années, la présence de postes de contrôle, de fouilles et de patrouilles militaires a transformé cette artère vivante en parcours d'obstacles. Les files d'attente s'allongent, les contrôles se multiplient et la suspicion s'installe. Depuis une dizaine d'années, tout a basculé.
La région s'est retrouvée au cœur du cyclone sécuritaire. Les conflits du Sahel, la montée des groupes armés, le retrait de certains acteurs internationaux, la militarisation des frontières, tout a transformé ce territoire en terrain de manœuvre géostratégique. Les États côtiers, autrefois protégés, sentent à présent les secousses du Nord. Pour le Burkina Faso et le Ghana, gérer la frontière était devenu une question de survie, de souveraineté, mais aussi de résistance face aux pressions étrangères. Oublier cette histoire, c'est manquer la portée symbolique et politique de l'accord sur l'itinérance. C'est sous-estimer la force de l'innovation politique née de l'épreuve, du pragmatisme et d'une volonté farouche de préserver l'autonomie régionale. Ici, chaque geste de coopération est un acte de résistance et de dignité, un refus de rester prisonnier des héritages coloniaux. Pourtant, l'histoire n'est que le décor. Aujourd'hui, la frontière est devenue le théâtre d'un autre affrontement, plus subtil, celui de la communication. Dans une région sous tension, maîtriser le flux d'informations, c'est aussi tenir la clé de la stabilité. Mais derrière les accords et les symboles, qui contrôle vraiment ce que les populations entendent et échangent? Qui décide de ce qui traverse la frontière, invisible mais déterminant? À l'heure où chaque geste est observé par des radars étrangers, pourquoi certains pays font-ils le choix de la parole alors que la prudence commanderait le silence? Pourquoi s'ouvrir, se connecter, alors que l'instinct de survie suggérerait le repli? Depuis plusieurs mois, le nord du Ghana vit une transformation discrète mais brutale. La présence américaine y explose. Après la fermeture de la base de drones au Niger, des convois entiers d'équipements et de conseillers américains convergent vers Tamale et ses alentours. Le Ghana observe, mais ses voisins, eux, se sentent mis cernés. Pour le Burkina Faso, ce déploiement n'a rien d'une routine antiterroriste. Vue depuis Ouagadougou, cette surveillance ressemble à une menace vitale, un filet qui se resserre lentement sur la souveraineté du pays. Quand chaque appel, chaque mouvement est potentiellement intercepté, la sécurité ne se partage plus, elle se confisque. C'est dans cette atmosphère sous tension que la doctrine Traoré se cristallise. Souveraineté opérationnelle avant tout. Refus net de la dépendance. Le Burkina Faso se détourne des alliances occidentales, privilégiant la coopération régionale. Retrouver le contrôle total, même si cela impose de rompre avec certains partenaires, devient une urgence. C'est là que le pacte sur l'itinérance prend une dimension nouvelle. Officiellement, il s'agit d'abolir les frais lors des appels transfrontaliers entre le Ghana et le Burkina Faso. Mais ce geste technique devient un acte politique. Il oppose le lien à la coupure, la solidarité à la fragmentation imposée de l'extérieur. Quand certains veulent isoler, ses voisins choisissent de relier. Pour bien saisir l'impact de cette mesure, prenons un cas concret, celui d'un commerçant burkinabé qui doit négocier avec un fournisseur ghanéen. Jusqu'à présent, chaque minute d'appel était facturée à un tarif prohibitif. Résultat, les négociations étaient courtes, les malentendus fréquents et les opportunités souvent perdues. Désormais, ces échanges pourront se faire sans contraintes financières, favorisant l'émergence de réseaux économiques informels et la création de chaînes de valeur transfrontalières. Les jeunes entrepreneurs, souvent à la pointe de l'innovation dans la région, pourront organiser des hackathons virtuels, des ateliers de formation et des groupes d'entraide sans craindre une facture salée en fin de mois. L'enjeu dépasse la question des communications. Si la région devient un terrain de jeu pour des puissances extérieures, les populations risquent de perdre la main sur leur propre sécurité, sur leur économie, sur leur futur. Souveraineté, dignité, cohésion sociale. Tout dépend de la capacité à garder la maîtrise de ces échanges. En misant sur la connexion humaine plutôt que sur la division, le Ghana et le Burkina Faso font un pari audacieux. La parole devient leur rempart, fragile mais porteur d'espoir face à la tentation du repli. Mais ce fragile équilibre peut-il tenir face aux réalités du terrain? La vraie épreuve commence dès que les intérêts s'entrechoquent et que la parole seule ne suffit plus. Ce pacte est-il une simple lueur passagère ou la fondation d'un nouvel ordre régional bâti de l'intérieur? L'accord entre le Burkina Faso et le Ghana dépasse largement la question des appels téléphoniques. Il dessine une Afrique où la souveraineté se vit au quotidien, à chaque connexion, dans chaque geste qui refuse l'isolement dicté par d'autres puissances. Si cette audace porte ses fruits, elle pourrait lancer une vague de corridors de coopération à travers le continent. D'autres États, inspirés par ce précédent, pourraient effacer à leur tour des frontières invisibles, consolider leur réseau et tisser des liens directs, sans filtre étranger. Imaginez un espace ouest-africain où circuler, commercer, dialoguer ne serait plus un parcours d'obstacles, mais une évidence retrouvée entre voisins.
Pour illustrer ce scénario, faisons un saut dans un possible futur. En 2030, une jeune entrepreneuse nigérienne souhaite développer une application éducative accessible à toute l'Afrique de l'Ouest. Grâce à la suppression des barrières tarifaires, elle peut collaborer en temps réel avec des développeurs togolais, tester son produit auprès d'étudiants burkinabés, recevoir les retours d'enseignants ghanéens. Le résultat ? Une innovation panafricaine portée par des échanges sans entrave, qui renforce la compétitivité de la région face aux géants numériques étrangers. Cependant, le chemin s'annonce périlleux. Cette initiative risque d'exacerber les rivalités internationales. Des acteurs extérieurs pourraient redoubler d'ingérence, multiplier les tractations dans l'ombre ou renforcer leur emprise militaire afin de conserver leur influence. La pression sécuritaire pourrait fissurer l'alliance ou même créer de nouvelles divisions si la stabilité régionale vacille. Pourtant, dans chaque nouvelle connexion réside une force collective. Plus les populations sont liées, plus il devient ardu pour les groupes criminels et extrémistes d'exploiter les marges d'ombre. La transparence n'est plus un simple idéal, elle grignote les espaces du trafic, restaure la confiance entre citoyens et institutions et rend la manipulation extérieure plus coûteuse. Ici, la connectivité dépasse l'enjeu économique. Elle devient une stratégie de résilience, un bouclier social et sécuritaire. Pour approfondir, prenons l'exemple du Nigeria et du Bénin, qui ont connu des tensions similaires lors de la fermeture de leurs frontières en 2019. Les conséquences ont été immédiates. Hausse du prix des denrées, ralentissement du commerce, multiplication des trafics illicites. Mais lorsque les communications ont été rétablies, on a constaté une reprise rapide de la coopération, notamment grâce à des groupes WhatsApp transfrontaliers qui facilitaient de l'acheminement de l'aide humanitaire. Cette expérience montre que la suppression des barrières communicationnelles peut accélérer la résilience d'une région face aux crises. Mais rien n'est acquis. Si ce projet venait à échouer, l'isolement s'aggraverait, l'insécurité s'amplifierait et la crédibilité d'un modèle africain de gestion autonome des frontières serait brisée. Pis encore, chaque recul servirait ceux qui prétendent que l'Afrique ne peut se libérer du jeu des autres puissances, ni bâtir une architecture de sécurité digne et indépendante. Au cœur de ces incertitudes, une question persiste. La connectivité est-elle vraiment le levier d'une autonomie régionale ou n'est-elle qu'un mirage ? Pour chaque citoyen, chaque décideur, il est temps d'interroger le sens de l'union dans cette zone mouvante et d'en tirer les leçons pour agir, ensemble ou individuellement, en défense d'une souveraineté partagée. Mais la portée de ce geste ne dépend pas seulement des dirigeants, elle se joue chaque jour dans les choix de millions de citoyens. Sauront-ils transformer cette ouverture en force collective durable, et si la véritable sécurité se jouait moins sur la force des armes que sur la puissance des liens et le courage d'écouter l'autre ? À notre époque, la souveraineté ne se limite plus à l'étalage de forces militaires ou à quelques discours solennels. Elle repose d'abord sur notre capacité à contrôler nos réseaux de communication, mais aussi à bâtir une confiance profonde entre citoyens. Pouvoir débattre, s'entraider, s'exprimer sans filtre ni censure extérieure, voilà la base d'une autonomie réelle. Lorsque le Burkina Faso et le Ghana suppriment ensemble les frais d'itinérance, ce n'est pas une simple question de technique ou de logistique. C'est un signal. L'innovation géopolitique prend souvent racine dans la vie quotidienne. Ce geste, permettre à chaque famille, chaque entrepreneur, chaque jeune de rester relié, pèse bien plus qu'un engagement pris lors d'un sommet international. Prenons un exemple pratique. Dans un village situé tout près de la frontière, deux frères, l'un burkinabé, l'autre ghanéenne, partagent une petite exploitation agricole familiale. Avant la suppression des frais, il leur arrivait de limiter leurs appels, parfois même de différer des décisions importantes, faute de pouvoir se parler sans contrainte. Aujourd'hui, ils peuvent planifier ensemble la récolte, organiser la vente commune de leurs produits, réagir rapidement à une menace climatique ou à une information sur les marchés. Ce n'est plus seulement leur famille qui en profite, mais toute la communauté autour d'eux qui bénéficie d'une meilleure organisation. Surtout, cet accord nous rappelle une vérité trop négligée. La mobilisation du peuple est l'unique moteur du changement durable. Exiger que nos dirigeants placent la dignité et l'autonomie au cœur de leurs choix, c'est refuser que la souveraineté soit vidée de sens, enfermée dans des traités qui ne transforment rien pour les citoyens. Quand un symbole s'incarne dans des actes, il devient plus fort que n'importe quel arsenal ou alliance de défense. Ici, abolir une frontière numérique, c'est bâtir un pont solide et invisible entre deux sociétés. Ce sont ces gestes concrets qui, peu à peu, forgent une cohésion sociale capable de résister à la peur, à la manipulation et à la division. Si nous ignorons ces leçons, le danger est immense.
voir la souveraineté confisquée, la division s'installer, la résignation gagner du terrain. Chaque recul de la solidarité fragilise le tissu régional, chaque indifférence prépare le terrain pour de nouvelles dépendances et de nouvelles ingérences. Veiller, c'est comprendre que la sécurité collective se construit jour après jour par nos choix, par l'attention portée à nos liens et par le courage d'exiger des solutions qui répondent à la réalité du terrain. Pour ceux qui cherchent des pistes d'action concrètes, voici quelques étapes à envisager. Premièrement, renforcer l'éducation numérique et la littératie médiatique dans les zones frontalières. Offrir des ateliers gratuits conçus par des organisations locales pour apprendre à utiliser les outils de communication, à vérifier les sources d'informations et à se prémunir contre les manipulations. Cela permet de transformer la connexion technique en lien de confiance et de vigilance citoyenne. Deuxièmement, encourager la création de groupes de dialogue transfrontaliers, que ce soit en ligne ou en présentiel. Ces forums peuvent importer sur l'économie locale, la sécurité communautaire ou encore l'organisation de festivals culturels. L'exemple du Festival de la Solidarité, organisé tous les 2 ans à la frontière ivoiro-burkinabé, montre que la culture et la fête sont de puissants leviers pour retisser les liens là où la défiance s'installe. Troisièmement, soutenir des initiatives économiques partagées, par exemple lancer des coopératives agricoles mixtes où les membres des 2 pays mettent en commun leurs ressources et partagent les bénéfices. De telles structures existent déjà à petite échelle, mais la suppression des frais de communication permet de les renforcer et de les multiplier. Quatrièmement, exiger une transparence accrue dans la gestion des infrastructures numériques. Cela passe par la publication régulière de rapports citoyens sur la qualité des réseaux, les dysfonctionnements ou les tentatives d'ingérence. L'expérience du Sénégal, qui a mis en place un observatoire indépendant de l'Internet, peut servir de modèle inspirant. Enfin, il s'agit de s'engager individuellement et collectivement dans la défense des droits numériques. Signer des pétitions, participer à des campagnes de sensibilisation, interpeller les responsables politiques, voilà autant de gestes qui, mis bout à bout, peuvent peser sur les choix stratégiques nationaux. Reste à savoir si cette dynamique régionale saura s'étendre à d'autres domaines ou si elle sera freinée par les intérêts extérieurs. Car l'avenir de la souveraineté se décidera dans la capacité à multiplier de tels gestes. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler d'autres moments fondateurs de l'histoire africaine. Lorsque la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a aboli les visas pour les ressortissants de ses États membres, nombreux étaient les sceptiques. Pourtant, cette mesure a favorisé la mobilité, dynamisé le commerce et consolidé la paix dans une région pourtant marquée par les conflits. L'abolition des frais d'itinérance pourrait, à terme, jouer un rôle similaire en facilitant la circulation des idées et des solidarités. Devant des frontières surveillées par des drones, patrouillées par des colonnes blindées et marquées par la méfiance, l'accord entre le Burkina Faso et le Ghana n'est pas la fin d'une ère. C'est l'ouverture d'un nouveau chapitre, sous le signe de l'audace. Là où certains n'ont vu qu'un ajustement technique, il faut lire une déclaration silencieuse de souveraineté, un refus obstiné d'abandonner la région aux influences extérieures. En abolissant les frais d'itinérance, ces 2 nations ne se contentent pas de supprimer une barrière tarifaire. Elles relient leur peuple, choisissent la connexion comme bouclier, la solidarité comme stratégie. Ce geste en pleine militarisation régionale et ingérence étrangère est un acte de résistance lucide qui redonne chair à l'idée d'un destin partagé. Mais tout cela repose sur une condition essentielle, que chacun, chacune refuse l'indifférence, que chaque habitant, chaque citoyen comprenne que l'inaction, c'est laisser d'autres écrire à leur place le futur de la région. La souveraineté n'est pas un concept lointain, elle grandit à chaque choix, chaque voix, chaque acte de courage ordinaire. L'Afrique de l'Ouest peut tracer son propre chemin, mais seulement si tous ceux qui la vivent se lèvent pour préserver autonomie, cohésion, dignité. Sinon, la sécurité deviendra fragile, la prospérité restera un mirage, et la région risquera de n'être qu'un pion supplémentaire sur l'échiquier des puissances étrangères. C'est ici que tout se joue. L'histoire n'a pas besoin de spectateurs, mais d'acteurs. Face à cette alliance qui défie la division, face à ce choix de rester connecté là où tout pousse à la rupture, la question vous est posée. Serez-vous parmi ceux qui observent ou parmi ceux qui participent à écrire la suite ? Vous avez entre les mains le pouvoir de refuser la résignation, de bâtir un autre avenir. Ce pacte n'est pas un point final, mais un appel. Un appel à la lucidité, à l'engagement, à la vigilance. Car, en définitive, chaque connexion compte. Chaque voie franchissant la frontière est une graine plantée dans le sol fertile de la coopération.
Chaque message partagé, chaque débat mené, chaque solidarité construite est une victoire sur la peur et la fragmentation. Les frontières ne sont jamais seulement des lignes sur une carte, elles sont ce que nous en faisons. À nous de choisir si elles sépareront ou relieront, si elles seront des murs ou des ponts. L'histoire n'est pas achevée. Désormais, la suite vous